Bonjour, nous sommes le dimanche 29 juillet 2018 et deux différences par rapport à mes vidéos récentes. Je porte un pull parce qu'il fait pas très chaud dehors et l'éclairage est artificiel parce qu'il fait très très noir et qu'il pleut. Voilà, on va pas se plaindre parce que les vaches ont besoin de beauté et ça faisait un moment qu'il pleuvait pas et qu'il faisait très très chaud. Mais je reviens pas là-dessus. Aujourd'hui, je vous parle de deux choses principalement. Euh, Pourquoi M. Trump est bien l'ennemi public numéro un de l'humanité dans son ensemble et qu'est-ce qui fait courir M. Michael Cohen, anciennement avocat de M. Trump, ces jours-ci. J'en ai parlé, je vais parler de M. Michael Cohen et de ses motivations dans une vidéo récente, en particulier à propos de son déjeuner avec M. Al Sharpton, mais il y a d'autres éléments neufs et je reviendrai là-dessus également. Alors, pourquoi est-ce que M. Trump est véritablement, excusez-moi, l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un de l'humanité dans son ensemble? Je divise ma petite démonstration en deux parties. Euh, En fonction des thèmes qui sont proposés par ceux qui m'envoient des mails. Euh, Première partie, Madame Hillary Clinton est pire que Monsieur Trump. Ça, c'est les attaques, je dirais, frontales. Et des attaques un peu latérales, Monsieur Trump n'est pas pire que Madame Hillary Clinton. Parce que voilà, il y a un point commun, vous l'avez déjà repéré, des gens qui me critiquent sur le fait que je parle Monsieur Trump ces jours-ci. Dans les mails qu'ils m'adressent, ils parlent à peine de Monsieur Trump, ils parlent essentiellement de Madame Clinton. Soit pour me convaincre que si je suis contre Monsieur Trump, c'est probablement, non, c'est pas probablement, c'est certainement, c'est sûrement et certainement parce que je suis en faveur de Madame Hillary Clinton. Ou bien, en fait, ils se valent, tout ça c'est kiff-kiff dans un monde comme le nôtre. L'un n'est pas pire que l'autre. Alors, je commence par, si vous êtes contre Monsieur Trump, vous êtes en faveur de Madame Clinton. Alors, pour dire ça, il faut d'abord ne pas avoir lu mon blog, mes livres pendant des années et des années. Je ne crois pas que vous trouverez où que ce soit, je doute, j'en doute profondément, je vous mets au défi de trouver une parole aimable sous ma plume pour Madame Hillary Clinton. Madame Hillary Clinton, effectivement, représente ce qu'il peut y avoir de pire dans son identification aux élites, entre guillemets. Monsieur Steve Bannon, l'autre jour, pour lequel j'ai aucune sympathie, a parlé de lancer une crypto-monnaie qui appellerait les déplorables, parce que c'est une expression qu'a utilisée Madame Clinton pour parler des gens défavorisés, les déplorables. Alors, vous allez voilà un propos qui n'est pas entièrement négatif sur Monsieur Steve Bannon. Regardez bien, retenez-le parce que vous n'en trouverez pas souvent. C'est un fasciste dans le sens classique du terme, suprématiste blanc et ainsi de suite, xénophobe. Mais voilà, il a raison d'attaquer Madame Clinton quand elle emploie une expression comme les déplorables pour une partie de la population, en disant que ces gens-là vont certainement voter pour Trump. Ça rejoint un petit peu le mépris qu'avait Karl Marx pour le Lumpenproletariat, le prolétariat en haillons, dont il disait à juste titre que c'était souvent une armée de recrutement euh, pour les réactionnaires. Pourquoi? Parce qu'on peut leur proposer un boulot pour des œuvres de basse police, on peut les recruter pour faire une armée contre la véritable classe ouvrière et des choses comme de ce type-là. Mais vous ne trouverez pas chez moi des propos méprisants pour une partie quelconque de l'humanité, de nos sociétés. Je ne crois pas que ce soit une chose qu'il faille faire. Alors voilà, si vous êtes contre Trump, c'est que vous êtes pour Hillary Clinton. Non, c'est un personnage antipathique. Son caractère n'est pas sympathique non plus. Elle a tendance à, comment dire, à,
à être caractérielle, dès qu'elle se fâche un peu. Non, ce n'est pas. Elle est obsédée par l'argent. J'ai parlé du fait, quand j'ai expliqué il y a très longtemps pourquoi elle avait probablement utilisé un serveur personnel plutôt qu'un serveur de l'État pour faire passer certains de ses courriers quand elle était ministre des Affaires étrangères. Et la raison dont je la soupçonne, c'est pour qu'il n'y ait pas d'embargo sur certaines choses qu'elle a envie pardon, de mettre dans des livres qu'elle vendra en un très grand nombre d'exemplaires. Non, donc aucune sympathie pour Mme Clinton, vous ne trouverez jamais, enfin vous pouvez chercher, et, euh, et il y aura sans doute un prix pour vous si vous trouvez des propos aimables envers Mme Clinton sur mon blog depuis une dizaine d'années. Donc c'est pas ça qui me motive. Alors, Monsieur Trump et Mme Clinton, kiff, chouvet à verchou, il n'y a pas de raison de préférer l'un par rapport à l'autre. Je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord. Si vous regardez mes commentaires depuis le début, j'ai attiré à l'époque de la campagne électorale et même avant la présidentielle aux États-Unis, j'ai attiré l'attention sur le fait que c'était deux candidats extrêmement impopulaires. Ils avaient chacun de l'ordre de 60% d'opinion négative. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une élection présidentielle a opposé deux candidats qui avaient 60% d'opinions négatives dans le public. Alors, finalement, on devait se retrouver, bien entendu, avec l'un des deux. Alors, est-ce que ça aurait été pareil d'avoir Madame Clinton? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour la raison suivante, c'est qu'on a l'habitude, malheureusement, on a l'habitude d'avoir des gens comme ça qui dirigent les affaires. Ça arrange le milieu bancaire, ça arrange le milieu des affaires. Ce sont des gens qui ne font pas de vagues. À mon sens, il n'y aurait pas eu une différence très très nette entre Clinton au pouvoir et Obama. Vous savez qu'Obama, bon, je n'ai jamais attaqué comme j'attaque Trump en ce moment. Le problème d'Obama, c'était quelqu'un de faible. Mais sa politique, c'était une politique middle of the road, ne pas faire de vagues, rendre tout le monde content. C'est pas ça. Rendre personne faux furieux, ce qui est bon, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais sans faire avancer les choses. Obama a trahi le peuple américain. Il a été élu en 2012. Non, pardon. Non, c'était beaucoup plus près de. C'était en 2008, en 2008, a été élu à la fin de 2008, commençant son mandat en 2009, avec un mandat de New Deal, de faire l'équivalent de Roosevelt. J'en parlais à l'époque, et il n'a absolument pas fait. Monsieur Obama est la personne qui, dans ses 100 premiers jours, a fait le moins qu'on puisse imaginer. Alors, Madame Clinton aurait fait une politique centriste. Comme c'est une personne caractérielle, c'est jamais une bonne idée de l'avoir à la tête des affaires. Mais il ne se serait pas passé la chose suivante au moment de sa nomination, peut-être même au contraire, que la Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse, qui est tenue par par une société de scientifiques américains les chercheurs autour du nucléaire, ça avait été lancé en 1947, si je m'en souviens, par des gens qui avaient travaillé autour du projet de la bombe atomique aux États-Unis, le projet Manhattan. Et conscients de ce qu'ils avaient fait, ils avaient inventé cette idée d'une horloge de l'apocalypse qu'ils avaient mis, si j'ai mon souvenir, à 4 minutes et demie avant l'apocalypse au moment de la création. Pourquoi? Parce que c'était le début de la guerre froide et d'une course à l'armement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? On en est à 2 minutes maintenant. Et on s'est rapproché avec Trump, on s'est rapproché de 2 fois, à 2 occasions, une demi-minute supplémentaire. D'abord en raison de sa politique erratique et belliqueuse, et ensuite en raison de son attitude vis-à-vis du changement climatique. Parler de ces affaires de changement climatique, c'est mauvais pour le business, et c'est la vue absolument à court terme que la main invisible du profit va nous sortir de toutes nos difficultés, et que
Et que voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ces savants du nucléaire ne sont pas de cet avis-là. Ils sont convaincus qu'il faut absolument essayer de renverser le réchauffement climatique, empêcher l'eau de monter et un certain nombre d'autres problèmes de l'environnement. Alors, voilà pourquoi, à mon sens, Monsieur Trump constitue un danger. C'est un danger, il augmente de manière considérable ce qui est ma préoccupation principale ces années récentes. Vous m'avez vu écrire 2 livres sur le problème de l'extinction humaine. Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, et défense et illustration du genre humain, 2 ouvrages qui relèvent au sens large de ce qu'on appelle la collapsologie, qui nous mettent en garde contre le danger d'extinction. En ce moment, M. Trump est le facteur principal du danger d'extinction pour l'humanité. Il met entre parenthèses entièrement, pour des raisons de lucre personnel et des gens qui l'aiment bien, le sort de l'être humain à la surface de la Terre. Il est bien pour l'espèce humaine, pour le genre humain, l'ennemi public en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'attaquer avec des arguments ad hominem, avec des arguments qui ne se tiennent pas debout. Non, à la différence de certains de mes détracteurs, je n'envisage pas le monde en termes de noir ou blanc, d'être pour l'un ou contre l'autre, ou dire qu'ils sont kiff-kiff parce qu'on pratique la politique du pire. Je ne pratique absolument pas la politique du pire. Je ne divise pas le monde en noir et blanc en disant que si vous êtes pour le blanc, vous êtes contre le noir, et ainsi de suite. Je fais des analyses qui sont poussées, et parfois je m'énerve un petit peu contre mes contradicteurs en disant mais monsieur vous connaissez, ou madame vous connaissez absolument rien au dossier, allez lire un peu plus et revenez-moi. Mais je fais ça très rarement, vous le savez, je suis très pédagogue, j'essaie d'expliquer les choses de manière claire. Monsieur Trump est un danger pour le genre humain. Sa nomination a précipité le danger de disparition de l'être humain, et il doit être combattu pour ces raisons-là, mais pas par des arguments spécieux, pas en disant n'importe quoi, pas par des fake news, non, enfin, en analysant l'information de manière précise. Et pour ça, il faut regarder beaucoup de choses, il faut lire beaucoup, il faut être prêt, comme je le fais depuis plusieurs années, de parfois travailler 13 heures dans une journée ou même davantage pour assimiler, pas accumuler, mais accumuler aussi, mais assimiler toute l'information pertinente. Alors, deuxième partie de mon exposé, qu'essaie de faire M. Michael Cohen? Je vous l'ai dit, l'autre jour, il s'est affiché délibérément avec quelqu'un qu'il avait invité au milieu d'un restaurant. C'est le restaurant de l'hôtel dans lequel il a un appartement pendant qu'on refait la décoration chez lui. Et il avait invité le révérend Al Sharpton, dont je vous rappelle qu'il est non seulement baptiste, ce qui n'est pas tout à fait pertinent, mais c'est une personnalité de noir, très militant du mouvement des droits civils de la population d'origine africaine aux États-Unis, et c'est quelqu'un que ses positions classent manifestement, très clairement, sans ambiguïté, à l'extrême gauche. Alors, j'avais posé la question, pourquoi est-ce que M. Michael Cohen, qui a été pendant des années et des années l'avocat de M. Trump, a insisté pour se faire voir en la compagnie de ce personnage, pour montrer, j'avais dit à l'époque, pour montrer qu'il avait changé de camp. Alors, je vais m'intéresser quand même aujourd'hui à 2 éléments supplémentaires par rapport à M. Michael Cohen, parce que si vous regardez ce dont on discute dans les journaux américains en ce moment, à la télévision américaine, on parle surtout de ces 2 choses. La diffusion de l'information par une fuite dont on soupçonne que c'est lui. Il y a des gens qui disent non, c'est peut-être la partie d'en face qui a fait fuir cette information, mais il est probable que c'est lui qui a fait savoir que un enregistrement d'une conversation qui porte sur les 150 000 $ qui ont été versés à la Centerfold, à Plymouth 1998, Karen McDougall, au départ pour lui assurer l'exclusivité
d'une interview, d'un long entretien dans la publication dans le journal de caniveau, dans le tabloïd National Enquirer. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un truc où on trouve parfois en première page des choses du genre j'ai épousé un extraterrestre, mais sans savoir qu'il était homosexuel. Non, je ne plaisante pas, on trouve des choses de cet ordre-là. Enfin voilà, bon, donc Madame Karen McDougall avait pensé que c'était une publication où il était digne d'elle d'avoir un long entretien. Il faut dire que cette publication roule pour M. Trump depuis le début de sa campagne électorale, au point que la publication pourra avoir des ennuis dans les jours qui viennent pour contribution cachée à la campagne électorale de M. Trump. Mais donc, est diffusé un enregistrement où il y a une conversation entre M. Michael Cohen et Trump. Là, il n'y a aucun doute que ce sont bien les deux personnes. Et c'est à propos de ce virement de 150 000 dollars qui ont été payés par la publication, et on semble comprendre qu'en fait, Trump va rembourser ce journal, et que c'est lui qui va payer les 150 000 euros, et qui servent essentiellement de hush money, c'est-à-dire en fait de monnaie pour faire taire, d'argent pour faire taire, parce que apparemment le National Enquirer n'avait aucune intention de publier l'information, c'était juste une manière de faire taire Madame Karen McDougall sur ce qu'elle dit avoir été, je ne sais pas, 8 ou 9 mois de vie commune avec monsieur, enfin pas vraiment de vie commune, mais de relations suivies avec monsieur Trump. Pas de vie commune puisqu'il était marié à l'époque et en fait il venait d'avoir un enfant depuis pas très longtemps. Bon, mais toute la discussion, à quoi sert de savoir cette histoire-là? Finalement, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que aussitôt cet enregistrement diffusé, M. Giuliani, avocat, ancien maire de New York, mais avocat de M. Trump, se précipite pour dire partout, ce n'est pas M. Trump qui dit le mot cash, ce n'est pas lui, c'est M. Michael Cohen. Alors du coup, ça vous savez, c'est toujours comme ça qu'on découvre ce qui est intéressant dans une histoire, c'est quand quelqu'un se précipite pour dire non, il n'est pas question de ceci ou cela dans cette histoire. Du coup, ça attire évidemment votre regard au bon endroit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi s'agit-il de cela? Parce que d'après ce qu'on croit comprendre, ce que les experts vous disent, qui décomposent la bande sonore, c'est bien M. Trump qui parle de cash, et pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que le cash, l'argent liquide, c'est en général de l'argent, quand ce sont des sommes importantes, et même peut-être quand ce sont des sommes pas importantes, c'est en général de l'argent sale, c'est-à-dire de l'argent qu'on essaie de recycler, de l'argent qui vient de la drogue, de la prostitution, de la corruption, etc., etc. Mais tout ça, vous me direz, tout ça finalement relativement anecdotique, et oui, c'est mon opinion aussi. Mais d'où le fait que dans ma conclusion, vous allez voir, j'attache pas trop d'importance à savoir s'il s'agit d'argent liquide ou d'un chèque ou de je ne sais quoi. Deuxième partie, et là c'est plus récent, ça date d'il y a 2 jours, la nouvelle qui circule que M. Michael Cohen va dire publiquement, il va dire publiquement que M. Trump était au courant de la réunion à la Trump Tower le 9 juillet 2016 entre des représentants, des gens proches du gouvernement russe, et en particulier son fils Donald Trump Jr., son beau-fils Jared Kushner et Paul Manafort sont à l'époque son directeur de campagne présidentielle, ou qui allait le devenir, enfin un personnage déjà central dans la campagne présidentielle de M. Trump, qui disparaît ensuite et qui est en ce moment inculpé d'un nombre considérable de méfaits, d'avoir travaillé pour une puissance étrangère, en particulier pour les intérêts russes en Ukraine,
et personne qui s'il est condamné pour les choses pour lesquelles il est véritablement accusé, qui n'ont pas grand rapport d'ailleurs avec l'affaire Trump. C'est une manière de le faire pression pour lui essentiellement, pourrait passer plusieurs centaines d'années en prison, car vous savez qu'il y a ce système en Amérique où on additionne simplement les peines de prison et qui vous permettent de vous retrouver en prison avec des peines de 250 ans et des choses de cet ordre-là. Alors, tout le monde là aussi, voilà. Michael Cohen dit le Trump savait que la réunion allait avoir lieu. D'ailleurs, écoutez-le, le 7 juin, 2 jours avant, il dit la chose suivante. Lundi prochain, devant une foule assemblée, lundi prochain, je ferai une déclaration tout à fait intéressante sur les relations entre sur ce qui s'est passé réellement avec Madame Hillary Clinton. Vous allez voir. Et donc là, le lundi en question, c'est le 13 juin. Et puis apparemment, voilà, puis il se passe rien. Le 13 juin, il parle absolument pas de ça. Et il y a un commentateur, c'est pas un commentateur, c'est quelqu'un qui fait une petite remarque, en dessous de la vidéo, et qui dit la chose suivante. En arrière-plan, on voit la femme de Trump, Melania, et on voit sa fille, Ivanka. Et la personne fait une remarque tout à fait pertinente. J'avais pas vu, malgré mon œil de psychanalyste, j'avais pas vu. Elle dit regardez l'attitude de Ivanka pendant que son père dit vous allez voir lundi prochain, je vais dire des trucs sur Clinton, vous allez voir. Et on voit effectivement Ivanka smirking. Je ne sais pas comment on dit. Sa bouche se tord dans plusieurs directions, on voit ses yeux qui s'écarquillent, et c'est vrai, c'est pas très très visible, mais elle est de plus en plus mal à l'aise, elle est en train de se dire dans sa tête, mon père est en train de creuser sa tombe. Ce qui prouve que c'est une femme intelligente, parce que c'est probablement ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Alors, imaginons que Monsieur Cohen nous dise dans les jours qui viennent qu'il a les preuves, parce qu'il était là au moment où Trump dit je veux que vous vous rendiez à ce rendez-vous, à son fils et à son beau-fils, et vous m'expliquerez ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand Donald Jr. Sort du meeting, il appelle quelques personnes en Russie. Et il appelle aussi un numéro masqué. Il appelle un numéro masqué. Alors voilà, deuxième nouvelle sensationnelle sur laquelle les gens glosent à l'infini et qui aussi me semble pas tout à fait très très importante. Je crois que c'est significatif simplement par rapport à Monsieur Michael Cohen. Pourquoi est-ce qu'il laisse dire ça? Pourquoi est-ce qu'il laisse fuiter des trucs comme ça? C'est ça qui est important. Monsieur Michael Cohen se rend compte que la fin est proche. La fin est proche de cette histoire et il veut se retrouver dans le bon camp. Il ne croit pas, on dit que c'est un imbécile, mais je ne crois pas qu'il soit un imbécile à ce point-là, que les choses qu'il avance elles ne soient pas déjà connues de la commission de M. Robert Mueller. M. Robert Mueller, il doit connaître déjà tout ça par cœur et il a les dossiers. Il sait qui était, il a tous les moyens pour savoir qui était au bout de la ligne masquée. Il sait certainement l'identité de cette personne-là. Il sait si le versement a été fait en cash ou pas. Il n'a pas besoin de demander à 14 ingénieurs d'essayer de décrypter la bande sonore. Il sait tout ça. Donc, et quand, puisqu'on me soupçonne d'être du côté des uns ou des autres, les démocrates sont furieux après Michael Cohen. Il est en train de saboter Robert Mueller. Peut-être qu'il va laisser filer Trump involontairement, etc. Tout ça n'a aucune importance. Toute cette agitation n'a aucune importance. La personne qui fait du bon boulot en ce moment, en arrière-plan, c'est M. Robert Mueller, pas parce qu'il est de droite ou parce qu'il est de gauche, parce que c'est une personne intègre. Tout revient finalement à ça. Quand vous me dites si vous êtes contre Trump, vous êtes pour Clinton, eh bien je vais vous dire non, moi je suis pour M. James Comey.
Je ne suis pas un partisan systématique, et je n'aurais pas reçu le prix des Réclusiennes si j'étais un partisan systématique de l'armée ou de la police, etc. Mais j'ai un respect absolu pour les gens qui s'identifient à l'intérêt général. Et ce monsieur James Comey, c'est l'ennemi personnel de monsieur Trump. C'est l'ennemi personnel de M. Trump. M. Trump l'a renvoyé, l'a limogé. Et, et M. Comey a écrit un livre en réponse qui s'appelle Higher Loyalty, hein, une loyauté d'un type plus élevé, où il explique ce que c'est que le sens de l'État, où il explique ce que c'est que d'être au service de l'intérêt général. Mais M. James Comey, c'est aussi l'ennemi personnel de Mme Clinton. Parce que Mme Clinton est persuadée que c'est M. Comey qui lui a volé la nomination à la présidence, parce que M. Comey continuait de travailler sur ce dossier justement du serveur privé de Mme Clinton à quelques jours encore de l'élection présidentielle. Donc, de quel côté je suis? Je suis du côté de M. Robert Mueller. Je suis du côté de M. James Comey, ennemi personnel de Mme Clinton et de M. Trump. Je suis en faveur de l'intérêt général parce que si nous voulons empêcher l'extinction, c'est ça sur ça qu'il faut mettre l'accent maintenant. C'est sur ça qu'il faut se focaliser, sur l'intérêt général, parce que l'espèce humaine, c'est une grosse, c'est un gros machin, c'est nous. Il faut pas que ce soit de nouveau tout de suite nous contre la nature autour de nous, nous contre les autres animaux et ainsi de suite. Non, il faut que le nous englobe le plus possible, mais il faut commencer par les êtres humains. Et ce qui me motive à m'attaquer à M. Trump en ce moment, c'est parce qu'il est en ce moment l'ennemi public numéro 1 du genre humain. Et c'est à ce titre-là que je l'attaque, mais pas par des moyens déloyaux, en travaillant 13 heures par jour pour trouver toute l'information et vous en parler et en faire un livre dont je suis content que non seulement que j'ai déjà trouvé des gens très aimables pour m'aider à le publier en français et que nous sommes en train de discuter. Et là aussi, nous avons un accueil favorable du fait qu'on va essayer de le publier simultanément en allemand. Voilà, à bientôt.